J'ai toujours pensé que Google était très fort sur le logiciel, mais sur le matériel, il y avait toujours des lacunes. On avait un peu l'impression d'avoir un téléphone milieu de gamme qui se prenait pour un téléphone haut de gamme. Samsung a fait des efforts, c'est-à-dire que les photos de nuit sont devenues un peu meilleures sur la génération de Galaxy S25. Pour moi, le Google Pixel est vraiment plus beau que les téléphones Samsung cette année. Le S25, il est équipé de la dernière puce Qualcomm Snapdragon, et à l'inverse, je suis désolé Nico, mais chez Google, on est en retard. On fait un duel entre deux appareils qui se ressemblent énormément. Nous allons faire un comparatif de deux smartphones qui sont hyper importants, le Google Pixel 9 et le Galaxy S25. Attention, Ulrich, tu représentes le Galaxy S25 durant ce débat, et toi, tu représentes le Google Pixel 9 durant ce débat. La balle au centre. Allez, Ulrich, tu commences. Et donc, côté design. Alors, côté design, c'est du classique. On l'a dit tout à l'heure. Très sobre. Et c'est tout le problème. Non. Très sobre. Oui, c'est tout le problème. C'est un produit qui est très sobre. Et d'ailleurs, même le logo Samsung, il est à peine visible. Je sais pas si. Oui, c'est vrai. Ouais. On le voit pas. Donc, voilà. Mais on devine via les capteurs que c'est un Galaxy S25. Donc, franchement, c'est un produit qui a gagné en finesse. Les bords d'écran sont très très fins. Il a gagné en poids parce qu'il est plus léger que celui de l'année dernière. Même si c'est quasiment imperceptible en main, en fait. Ouais. On est vraiment sur un produit, j'ai envie de dire, aucune surprise. Moi, j'aime bien ce format, 6,3 pouces, je ne me trompe pas, 6,2 pouces. Ouais, je crois que c'est ça. En main, parce que c'est utilisable à une main, c'est presque les smartphones mini de 2025, quoi. Côté Pixel 9, qu'est-ce qu'on a au niveau design ? J'adore ce que fait Samsung, mais je pense que Google est un petit peu au-dessus cette année. Et je le dis en étant quelqu'un qui a beaucoup critiqué les années précédentes les Google Pixel. J'ai toujours pensé que Google était très fort sur le logiciel, mais sur le matériel, il y avait toujours des lacunes. On avait un peu l'impression d'avoir un téléphone milieu de gamme qui se prenait pour un téléphone haut de gamme. Et là, ce qu'on a eu fin 2024, c'est un produit qui ressemble beaucoup à l'iPhone. C'est vrai, il faut le reconnaître. Un produit avec un design en acier, brillant, très réussi, un écran bord à bord, surtout un module caméra que je trouve parmi les plus beaux du marché. Non pas qu'esthétiquement, mais aussi au niveau de la praticité. Parce que ton Galaxy, tu le poses sur une table, tu appuies un petit peu dessus, il va bouger. C'est la même chose pour l'iPhone, j'ai les deux. L'iPhone aussi, ça pose problème. Alors que le Google Pixel, lui, il est stable, il est beau, il tient bien en main, l'écran est super lumineux, ultra symétrique aussi. Pendant longtemps, Google, il y avait eu la bande en bas, elle était un petit peu plus épaisse que les autres barres. Donc pour moi, le Google Pixel est vraiment plus beau que les téléphones Samsung cette année. Ulrich. Non, je peux pas. Non, mais en fait, ça dépend parce que c'est vrai que c'est subjectif de toute façon le design. C'est subjectif le design. Moi, ce que j'apprécie aussi, mais on va le dire, le Google et Samsung, ils ont une conception très proche parce que les deux ont travaillé longtemps ensemble. Donc, c'est vrai. Ils partagent beaucoup de choses. D'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai même droit à un modem. T'as droit à un modem Samsung pour la 5G. La puce Google Tensor est globalement la connexion fabriquée satellitaire, par Samsung. etc. Ouais. Donc moi, ce que je peux apprécier, mais ça va être les qualités qu'on retrouve, c'est l'écran, il est vraiment nickel. C'est-à-dire que c'est un écran qui est très lumineux. Le Pixel est un peu plus lumineux, donc je t'enlève un argument. Voilà. C'est vrai que sur l'écran, l'écran, on dit souvent que Samsung, on peut pas faire mieux qu'eux parce que c'est eux qui ont les derniers. Alors, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai parce que tout le monde quasiment utilise un écran Samsung sur le marché, Samsung Display, et certains vont pousser certains curseurs un peu plus loin. Donc, typiquement, Google a poussé le curseur de la luminosité un peu plus loin que le Samsung. Oui. Au quotidien, ça change rien. Parce que les marques passent des commandes à Samsung qui du coup fait des écrans sur mesure. Donc si Google veut un petit peu mieux que Samsung sur un point, Samsung va lui fabriquer. Donc en effet, ça joue. Maintenant, il faut quand même reconnaître que sur les smartphones haut de gamme, ça fait quelques années que tout le monde est très fort et que la différence est difficilement visible. Moi, ce que je reproche aux deux produits aujourd'hui, ça va être surtout du côté de l'autonomie. Alors attends. On a fait un ordre. Il y a un côté design. C'est-à-dire que par exemple, les deux, aucun des deux n'a de bande magnétique à l'arrière pour la charge sans fil. De bande magnétique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que... tu parles du MagSafe. Apple a introduit MagSafe, qu'aujourd'hui, on retrouve dans la norme Qi 2, donc QI2, sur Android. C'est la même chose. Et malheureusement, ni Samsung ni Google n'ont adopté cette norme-là aujourd'hui. Ce qui fait que si on veut aujourd'hui avoir du MagSafe, on est obligé d'ajouter une coque spéciale MagSafe. Qu'on trouve. Samsung en a une maison. Mais sinon, on en trouve plein de coques tierces pour avoir du MagSafe. Et ça, je trouve ça dommage, parce que on n'a pas la charge rapide sans fil. Oui, et surtout, on positionne toujours mal le chargeur sans fil à l'arrière, alors que le côté magnétique force
le téléphone à être bien positionné et donc de ne pas avoir de perte. De ce côté-là, on a quoi chez Pixel ? C'est la même chose sur la recharge magnétique. On n'a pas les aimants. Il y a encore très peu de téléphones en réalité sur le marché hors iPhone qui ont adopté cette norme. Donc il y a une semi-compatibilité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre le chargeur Apple, mais il ne va pas tenir, ou tu vas pouvoir acheter une coque pour le mettre par-dessus, mais c'est pas encore disponible. Ok. Alors, juste sur l'écran, tu n'as pas parlé de l'écran du Pixel 9. Comment tu le sens, ce Pixel ? Parce que toi, tu l'as testé longuement, ce smartphone. Oui, ça a été mon téléphone principal pendant tout l'hiver. Donc, entre-temps, j'ai fait des allers-retours, j'ai fait pas mal de choses. On est encore en hiver, d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai commencé un peu là, avec les tests Samsung, les tests des derniers Honor à switcher d'appareil. Donc, je l'ai un peu délaissé. Mais l'écran est magnifique. C'est une pure réussite, que ce soit au niveau des couleurs, de la fluidité, de la luminosité. C'est un peu ce que je disais juste avant. C'est que finalement, aujourd'hui, sur les smartphones haut de gamme, on a de plus en plus des appareils qui se ressemblent et qui sont tellement parfaits que c'est difficile de vraiment proclamer un vrai gagnant. Et j'ajoute quelque chose qui est important à savoir sur l'industrie du smartphone, c'est en effet ce lien entre Google et Samsung qui est très fort. En fait, c'est très basique ce que je vais dire, mais c'est pas loin de la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que Google est allé voir Samsung en mode nous, on arrive à faire un bon logiciel, mais on est nul en matériel. Samsung lui dit, ça tombe bien, parce que moi, je suis le meilleur en matériel, mais mon logiciel, il est un peu catastrophique. Donc, les deux ont passé des accords. C'est le système de Google qui équipe maintenant les montres Samsung. Et en échange, Samsung fournit des puces, fournit des écrans, fournit le capteur d'empreinte ultrasonique sur le Pixel. Donc, en fait, c'est deux cousins, ces deux téléphones. On fait un duel entre deux appareils qui se ressemblent énormément, mais je dois reconnaître qu'à titre perso, je continue à préférer le Pixel. Partie interface. Alors, qu'est-ce qu'on a chez Samsung ? Qu'est-ce qu'on a chez Google ? Allez, Nico, tu commences avec Google. Qu'est-ce que Google nous propose en termes d'interface ? C'est sur quoi il va se différencier ? Ouais, Google, pendant longtemps, a fait le pari de l'Android pur, entre guillemets. Donc, pur, ça veut tout et rien dire, mais l'idée était de proposer un Android avec l'interface basique, la même chose que sur la version open source qui est donnée aux constructeurs de base. Sauf qu'entre-temps, ça a beaucoup évolué et ce qu'ils proposent sur les Pixels, donc la Pixel Experience, comme ils l'appellent, elle est vraiment différente du reste de l'industrie. Ce que j'aime bien avec le Pixel Experience, c'est que ce qu'on remarque chez les constructeurs asiatiques, que ce soit Samsung, Vivo, Oppo, Honor, etc., c'est qu'il y a de plus en plus une inspiration Apple, avec des icônes ronds, avec un centre de contrôle distinct, avec des notifications qui sont les mêmes, alors que Google, lui, continue de conserver un style un petit peu plus différent dans son material design, dans cette ligne esthétique qu'il a inventée. Et j'aime beaucoup utiliser le Pixel pour cette raison, c'est que j'ai pas l'impression d'utiliser un iPhone. Tout est très coloré, tout est très arrondi, il y a un peu une surexposition 3D, mais qui n'est pas non plus trop ancienne. On n'a pas l'impression de revoir les téléphones qui imitaient l'interface du cuir, par exemple, il y a quelques années. Donc, une interface très pure, très colorée, très vive, mais qui arrive à se distinguer de ce qu'on a chez les autres. Toi, au niveau chez Samsung, tu as One UI 7 qui a été annoncé récemment. On en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça prend le dessus par rapport à jusqu'à maintenant, Google. J'étais quand même plutôt Team Pixel parce que j'aimais bien le côté sobriété. Je trouvais ça beaucoup plus cohérent. Et j'avais ce côté un peu fouillis et très... beaucoup de personnalisation sur Samsung qui n'était pas à mon goût. Et en fait, sur One UI 7, il y a eu de très gros progrès de fait. Ça, on peut pas le cacher. C'est vraiment, pour le coup, un vrai changement visuel. C'est ça qu'on reproche à iOS et à Google de faire des petites évolutions, alors que Samsung a fait un grand écart. Ils ont apporté des nouvelles fonctions, mais ils ont aussi épuré leur système. Et moi, ce que j'aime bien, et c'est ça qui est un peu mieux que je trouve les Google Pixel, c'est qu'on a un côté très simple au premier abord. Assez, pas énormément d'options, tout est bien installé, fonctionne. Donc ça, c'est le côté Pixel. Mais il y a beaucoup plus de personnalisation, beaucoup plus d'options cachées qui permet aux aficionados, ceux qui veulent aller un peu plus loin, les utilisateurs avancés, de pouvoir faire des choses comme avant. Je donne un exemple. C'est souvent cet exemple que je donne. La liste des applications, aujourd'hui, en fait, on a la liste, comme tous les autres téléphones, par ordre alphabétique, navigation verticale. Ouais. Et on peut choisir tout simplement d'adopter l'ancienne interface avec une navigation horizontale. Et on peut personnaliser chaque volet, donc déplacer les applications en fonction de ses envies. Et ça, en fait, on l'a partout. Autre exemple, on a sur le côté droit le centre de contrôle, comme sur iOS et d'autres téléphones Android. Je peux aussi choisir à tout moment d'adopter une interface comme l'ancienne One UI en fusionnant les notifications et le centre de contrôle ensemble. Donc tout ça, en fait, c'est des plus
simple au premier abord, mais beaucoup de personnalisation. Là où je te rejoins parfaitement, c'est que si vous aimez la personnalisation, Samsung reste une des marques référentes sur le milieu. Google a plutôt cette approche similaire à Apple de montrer aux gens une voie à suivre, de leur proposer un design différent des autres, mais de ne pas être ultra personnalisable. Donc voilà, tout dépend de vos affinités. Moi, personnellement, ce que propose Google me va très bien, mais il faut reconnaître que One UI chez Samsung offre un petit peu plus de choses. Donc là, on va dire quand même que One UI a plutôt le point pour le côté interface. Ça dépend de où on se situe. Franchement, si on aime la simplicité et pas de prise de tête, Google Pixel est le meilleur. Si on aime la personnalisation, avoir des interfaces uniques, on peut même faire un peu n'importe quoi sur One UI 7. Le système l'autorise. Il y a l'intégration de l'IA en général, parce que c'est un peu le mot principal. C'est un sujet rigolo. Là, je sais que Google, ça fait des semaines et des semaines et des années qu'ils parlent de Gemini. Samsung, ils bossent avec les mêmes Google pour intégrer Gemini, mais est-ce qu'il y a des différences? Ouais, il y a des différences. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qui fait la force des pixels sur les Samsung, c'est-à-dire Gemini Live. Donc, vous avez cet assistant vocal nouvelle génération avec qui vous échangez. Vous avez les nouvelles fonctions, on appelle ça les agents IA, c'est-à-dire que vous pouvez donner des instructions très complexes au téléphone Android qui va automatiser des tâches. Par exemple, va dans telle application, retrouver des informations et utiliser-la dans telle application. Et il va faire ça très rapidement, en 10 secondes. Et ça fonctionne bien. Il est censé le faire en 10 secondes, parce qu'en vrai, ça marche pas encore toujours, mais c'est censé à un moment. Les Google Pixel le proposent aussi. Ce qu'on a en plus chez Samsung, c'est qu'on a plein de fonctions Google AI qui sont fournies des fois par d'autres partenaires. On a par exemple, lors d'un appel, les transcriptions en temps réel des traductions. Si on appelle par exemple un restaurant en japonais, ça fonctionne. On a plein de petites choses dans les notes de Samsung. On a plein de petites fonctions créatives dans les photos. On a le Audio Eraser comme sur l'iPhone pour pouvoir cleaner le son d'une vidéo. Par exemple, enlever les bruits de fond. On a des petites fonctions créatives qui sont assez sympas, qu'on a un peu moins sur Google Pixel. C'est ça ? Oui, globalement. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'intelligence artificielle sur smartphone, pour l'instant, c'est avant tout du marketing et que ce soit Apple Intelligence, Samsung, Google, c'est plein de petites fonctions sympas qui auraient pu être très bien lancées sans être brandées sans être brandées intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai du mal à y trouver une plus-value et je pense sincèrement que la raison pour laquelle vous devriez acheter un Samsung ou un Google Pixel, c'est pas l'IA. En tout cas, pas aujourd'hui, parce que l'IA passe encore beaucoup par le cloud, donc des applications peuvent les remplacer. Il y a peu encore d'applications locales. Moi, je trouve dans l'inverse que Google Gemini intégré nativement sur un téléphone via un bouton, que ça soit un Pixel ou un Samsung, c'est très cool. C'est cool, mais tu vois, là, aujourd'hui, tu as Gemini sur le bouton, mais si tu installes l'application Perplexity, tu peux remplacer Gemini par Perplexity qui fait des choses que Google ne sait pas faire. Donc, ça reste des trucs que n'importe quel téléphone, techniquement, peut faire. Donc, pour moi, vendre un téléphone en mode « ce téléphone est un téléphone IA », c'est un peu disons qu'il y a un peu moins de la prise de tête. Générale. C'est intégré nativement, on ne va pas s'embêter à devoir paramétrer des applications. Tout à fait. Non, mais l'avantage, c'est que c'est intégré. Il y a quelques bonnes idées, que ce soit dans le résumé de texte, que ce soit dans la génération d'images ou d'emojis ou de réponses un petit peu amusantes. La traduction, c'est des choses qui sont pas mal. Moi, il y a une fonction que j'aime beaucoup sur le Google Pixel qui n'est pas chez Samsung et que je trouve un peu regrettable et qui me fait préférer le Pixel, c'est la fonction m'ajouter dans l'appareil photo, qui pour moi est une des idées les plus brillantes qu'on a eues dans un appareil photo sur smartphone depuis des années. Donc l'idée, c'est simple, c'est que je vous prends en photo tous les deux. Puis je te demande à toi, Arnaud, de venir ici et de reprendre ma position. Je me mets au milieu et ça va faire une seule photo où on est là tous les trois. Et ça, moi, je trouve ça très cool. C'est super amusant et c'est une très bonne utilisation de l'IA générative, de la compréhension de l'environnement, de l'information. Et ça fait partie des petites choses qui, petit à petit, vont aider le grand public qui ne sait pas vraiment ce qu'est l'IA à voir les potentiels bénéfices que tu peux avoir avec cette technologie. Mais par contre, Samsung en a une qui est très efficace, c'est la fonction d'effacement d'objets et de... Ouais, elle marche bien. C'est vrai qu'en ce moment, ça buzz un peu ce truc. Elle marche très très bien chez Samsung. Parce que c'est un remplacement génératif. Apple le propose, mais sur le Samsung, c'est très efficace. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont même remplacer leur visage. Ouais, tu peux... oui, ça va jusque-là. Ah oui, il y en a, ils cachent leur visage et puis ils sélectionnent par exemple l'iPhone, enfin le smartphone là. Et ça va recréer le visage derrière. Okay. Ça va pas être ton visage. En fait, l'idée, c'est que... Alors, c'est encore une fois, c'est un modèle qui passe par le cloud. C'est-à-dire que c'est pas du tout une fonction du téléphone. Ça juste super dur de faire ça sur un smartphone. C'est dur, mais dans l'idée, cette technologie
tu découpes une partie de l'image et tu demandes à un modèle de diffusion, donc les modèles qui créent des images, d'analyser le style de l'image, de deviner ce qu'il y a à cet endroit-là et de faire des propositions. Donc en effet, ça peut remplacer un visage, ça peut remplacer une main, ça peut remplacer un panneau de signalisation en mettant la bonne chose, parce qu'il va y avoir un peu de logique, ce qui n'est pas le cas chez les autres, où c'est de l'autocomplétion de pixels avec des choses qui vont se ressembler. Donc là-dessus, moi il y a un truc qui me trigger toujours, c'est que les fonctionnalités que Samsung met en avant sur ses nouveaux smartphones, on les retrouve toujours chez Google 3-4 mois après. Alors, comment ça se fait? Pas forcément quand même, parce que quand même, alors les fonctions Google, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle l'agent IA, là, dont j'ai parlé, donc les actions successives via une requête, par exemple, trouve-moi les meilleurs restaurants italiens et envoie cette liste à ma copine. Ça, aujourd'hui, on peut le faire avec n'importe quel téléphone Android en installant l'application Gemini. Ah ouais? Ah ouais. C'est pas une fonction exclusive. C'est une fonction Google en fait. Sauf que le deal qu'ils ont avec Samsung fait que Samsung va présenter quelque chose en disant on est les premiers à l'avoir inventé, c'est nous qui avons apporté ça avec Galaxy AI. Mais en fait, si tu regardes les petites lignes, c'est cette fonctionnalité est proposée par Google et sera déployée progressivement sur Android. Donc c'est souvent des petites annonces comme ça. Par contre, tu as des petites fonctions quand même cool. Les fonctions de photo, on en parle, mais il y en a une autre qui permet de prendre en photo. Par exemple, tu as un groupe que tu veux prendre en photo et tu as toujours quelqu'un qui va toujours fermer les yeux au mauvais moment. La tête. Oui. Et ben là, tu prends plein de photos, tu t'embêtes pas. Tu dis aux gens de bouger, de prendre des photos. Puis là, tu vas pouvoir sélectionner les meilleures têtes prises sur chaque personne pour faire la photo idéale. Bon, et ça, par exemple, c'est quelque chose que t'as pas chez Google. Si. Alors c'est un truc. Figure-toi, alors c'est pas de bol parce que c'est un truc que Google a lancé il y a 3 ans et que c'est vrai, en le disant, je me suis dit. En fait, c'est la fonction Best Shot qui doit dater du Pixel 6, Pixel 6, Pixel 7 et qui a été implémentée. Mais par contre, c'est pas du tout la même. Je crois que sur le Samsung, c'est pas Google. Je crois que si, mais en tout cas, c'est un modèle amélioré. C'est pas la même implémentation, c'est directement dans les applis Samsung. L'audio Eraser, il est pas sur le Pixel encore. Oh mince. Attends, mais c'est les mêmes. Oui, en fait, c'est aussi la fonction Google. Par contre, pour défendre Samsung, la transcription des appels, la traduction en temps réel, la possibilité de dessiner quelque chose et de le convertir en image, ça, c'est des modèles développés par Samsung. C'est vrai que toutes les interactions avec les applications Samsung, ils y sont pas. Oui, c'est ça. Samsung fait cohabiter des modèles Samsung et des modèles Google. Et des modèles tiers aussi. Là où il y a quelques modèles tiers, là où Google n'a que des modèles Google. Donc techniquement, tu as plus de choses chez Samsung, mais chez Google, tu vas avoir une implémentation hyper efficace directement dans tes services. D'accord. Bon, alors écoutez, l'IA, l'interface, c'est quelque chose, mais il y a une autre chose qui est hyper importante pour les gens à ce prix, c'est la photo. Et c'est souvent là-dessus que les marques se battent dans le marketing. Nico, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à défendre sur la photo du Google Pixel 9? Attention, on ne parle pas des modèles Pro ou Ultra, hein, les gars, dans le chat, là, je vous vois. On parle des modèles normaux. On parle des modèles moins chers. Il a une version Pro dans les mains. Moi, j'ai un modèle Pro XL. Regardez derrière, Nico. La différence entre le normal et le Pro, c'est qu'il y a un capteur en moins. C'est que là, ici, je vais avoir, sur mon Pro, je vais avoir un grand angle, un ultra grand angle et un zoom qui peut faire du x5, x10, super qualité. Alors que sur le normal, tu retires le zoom. Donc voilà, le défaut principal, il est là. Maintenant, la particularité des Google Pixel, c'est que c'est des tricheurs. Pourquoi c'est des tricheurs? Parce que ce sont des téléphones qui, en réalité, vont prendre des photos qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Ils n'ont jamais été les meilleurs au niveau du hardware, au niveau des composants qu'ils vont mettre sur un téléphone. Mais Google, bien avant l'émergence de l'IA générative, va tricher pour améliorer la photo avec des algorithmes qui font que si tu prends une photo de nuit où la lumière est absolument dégueulasse, ta photo, elle va être absolument parfaite et d'un coup, il va y avoir de la lumière. Parce que Google va saboter l'image, va lisser les endroits où il faut le faire. Et ils le font très bien. C'est ça le vrai truc avec les Google Pixel. C'est que moi, il n'y a aucun téléphone sur le marché, et pourtant j'en ai testé pas mal, où j'ai réussi à faire des photos de la Voie lactée à bras levés, comme avec le Google Pixel. Parce qu'il a une capacité à améliorer, à comprendre ce que tu veux faire. Il comprend quand tu as le bras dans le ciel que tu veux prendre en photo les étoiles. Donc il va s'améliorer pour que tu vois les étoiles. Et ça fait partie un petit peu de la magie de l'expérience Pixel. C'est que là où tu as des constructeurs généralement asiatiques qui te font des applications appareil photo avec 95 options et tu peux faire plein de choses, Google va juste te faire une application où tu as un appareil photo, un bouton pour prendre la photo, et c'est tout. Après, tu fais confiance au traitement algorithmique et il est super bon. Donc que ce soit sur le petit ou le modèle Pro, c'est super. Le modèle Pro est évidemment ma préférence parce que tu as un zoom super bon qui, malgré le fait que ce soit que du x5, peut aller super loin en très bonne qualité. Mais dans tous les cas, ça fait partie des références en photo. Ulrich, côté S25, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'il y a un peu plus de polyvalence. Voilà. Le fait que tu aies 3 caméras, dont une x3, c'est comme sur l'Ultra, tu as 4 caméras. Donc, tu en as toujours une de moins, sauf que tu pars avec une de plus au début.
Donc il est un peu plus polyvalent, il est un peu mieux sur le côté matériel. Samsung a fait des efforts, c'est-à-dire que les photos de nuit sont devenues un peu meilleures sur la génération des Galaxy S25. C'est vrai que c'est aussi une histoire de préférence, parce que il y a des signatures entre chaque appareil. Voilà, donc ça, c'est un côté un peu photographe, mais on a la même chose chez Nikon et Canon. Il y a des signatures qu'on aperçoit. Et il y en a qui préfèrent le côté Samsung un peu plus contrasté. Les couleurs sont un peu plus vibrantes. Il y en a d'autres qui préfèrent le Pixel qui offre, je trouve, un côté naturel sur les ombres et tout, vraiment très agréable à l'œil. Un très beau mode portrait aussi. Le mode portrait, il est vraiment très, très efficace. Du coup, franchement, voilà, moi j'ai plutôt tendance à conseiller les Galaxy S25 pour les gens qui veulent un peu plus de polyvalence, un peu plus de zoom. Le zoom est très bon, même si Google triche très bien avec le zoom. Ils ont des fonctions de IA zoom. L'amélioration de l'image, oui. Amélioration d'image. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvais choix entre les deux. Franchement, c'est deux excellents. Alors, on peut regarder peut-être le comparatif niveau fiche technique. On vous l'a affiché juste avant. Il y a le grand... Donc, on voit qu'en fait, sur le grand angle, c'est similaire. On a du 50 mégapixels. L'ultra grand angle, par contre, de Samsung est un peu moins... une moins bonne définition puisqu'on a du 48 mégapixels sur le Pixel 9 et du 12 sur le S25. Par contre, du coup, effectivement, on a un x3 qui n'existe pas chez Pixel et un capteur selfie. Bon, les deux font de très bons selfies. Oui, c'est suffisant. C'est pas l'usage principal que tu vas avoir là-dessus. T'as pas la ça, c'est les mégapixels. Il n'y a pas les optiques et tout. Oui. Mais en fait, franchement, il n'y a pas de mauvais choix entre les deux. Oui. Dans tous les cas, c'est bien. Et l'ultra grand angle reste le module le moins accéléré, le moins utilisé. C'est-à-dire que pour faire des photos souvenirs, ça peut être sympa, mais tes plus belles photos, tu les fais jamais en ultra grand angle. Donc oui, l'ultra grand angle du Pixel est logiquement meilleur, mais la polyvalence et le fait d'avoir un zoom rend le Samsung tout aussi compétitif. Disons que c'est pas là où il y a une grosse différence entre les deux appareils. Mais on va y venir. Eh ben oui, on va y venir. On va y venir parce que juste après, on a la performance. Alors partie performance, Ulrich, je te laisse commencer. Le S25, il est équipé de la dernière puce Qualcomm Snapdragon, la 8 Ultra. Elite. C'est une 8 Elite. Parce que les Ultra, c'est la version sur les PC, désolé. Je me trompe tout le temps entre les deux. Donc Snapdragon 8 Elite, c'est une version customisée pour Samsung. Ça, c'est pour faire joli, c'est du marketing. C'est la dernière puce de Qualcomm. Elle est très performante. Elle chauffe raisonnablement. Elle a une bonne consommation en termes d'efficacité énergétique. Elle est bonne. C'est la puce qui est la plus puissante. Elle est même d'ailleurs plus puissante que la puce de l'iPhone dans quasiment toutes les catégories. Qualcomm est passé devant Apple. Et à l'inverse, je suis désolé Nico, mais chez Google, on est en retard. Alors chez Google, c'est comment ? On n'est pas en retard, mais on a fait des choix différents chez Google. Je dis on, c'est pas moi. Moi, je pas pour Google. Tu t'es pris pour un employé Google tout à coup. On est un pronom démonstratif. Tu sens déjà qu'il part avec... parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 7 ans de mise à jour logicielle sur les deux appareils. Il faut que l'appareil est dur. Non, mais évidemment, le choix qu'a fait Google est de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le plus de puissance et qu'on peut être plus raisonnable au niveau du rapport coût, performance, etc. Donc en fait, tu as des puces qui sont récentes, c'est des puces qui datent de cette année, c'est Tensor G3, développé par Google, fabriqué par Samsung, mais c'est une puce qui se compare au milieu de gamme. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'utilisation, tu vois pas la différence. C'est-à-dire que c'est aussi fluide que si tu avais une puce haut de gamme. C'est suffisamment puissant. C'est suffisamment puissant. Par contre, là où Ulrich a raison, c'est que c'est puissant aujourd'hui. Maintenant, dans 4 ans, quand tu auras 4 années de mise à jour d'Android dans la tête, peut-être que le Samsung sera plus puissant. Ça peut faire la différence. Et c'est là où l'argument du on n'a pas forcément besoin du plus puissant ne marche pas à tous les coups. Parce que là, il peut finalement finir par causer du tort au produit. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Tout est très fluide. Mais en effet, Samsung est beaucoup plus puissant. Donc ça, tu l'as dit, c'est un argument important, Ulrich. C'est un produit qui a 7 ans de mise à jour logicielle, tout comme le Pixel. Donc... Mais c'est quoi le rapport avec la puce ? Parce que c'est ça, peut-être que les gens comprennent pas. En gros, plus on en a, plus on peut durer. Bah oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en 2025, la différence entre les deux produits n'est pas énorme. Peut-être qu'il fera tourner les jeux avec quelques images en plus sur les jeux gourmands, style Genshin Impact, mais ça ne changera rien au quotidien. Néanmoins, effectivement, dans 4 ans, 5 ans, dans 6 ans,
on serait peut-être content d'avoir ces 30% de puissance en plus. Ouais, carrément. Voilà. Ils manqueront pas. Et qui vont permettre de... Parce que c'est souvent ça, que plus on avance, plus les applications sont gourmandes, plus tout est gourmand. En plus, ce téléphone, il est tout neuf, là, on l'a depuis 3 semaines, mais quand on aura installé 200 applications, paramétrer tous les objets connectés, connecter 3 casques, brancher son téléphone un peu partout, que la batterie, elle sera à 80% de capacité, on sera quand même content d'avoir un processeur de la batterie, ça joue, un peu plus puissant. Bon, alors justement... L'autonomie, ça joue. Tu l'as dit, Nico. Alors, comment se positionne ton Pixel 9 ? Le petit Pixel 9 s'en sort bien. Les plus grands modèles, donc Pro XL, s'en sortent mieux. Ouais. Logique, hein, plus c'est grand, plus tu as une grande batterie, donc du coup ça va expliquer ça. C'est globalement les Google Pixel des téléphones qui sont bien optimisés, notamment grâce à leur puce. Le fait d'avoir une puce moins puissante qui est pensée pour des tâches basse consommation fait que tu vas avoir un téléphone qui la plupart du temps n'est pas en train de pomper de la batterie, et donc forcément tu vas avoir un téléphone qui tient la journée. Maintenant, on n'est pas non plus sur un appareil stratosphérique que tu vas pouvoir emmener en camping un week-end sans avoir à le charger. Tu as une journée d'autonomie, mais tu finis à 20% ta journée. J'ai un peu le même constat que Nico, c'est-à-dire que si on veut un produit avec beaucoup d'autonomie, mieux vaut aller peut-être chez les constructeurs chinois qui mettent un peu plus de milliampères-heure ou les gros téléphones de capacité, qui ont des charges un peu plus rapides. Ils vont dans des téléphones qui seront, comme le dit Nico, un peu moins fins peut-être. Ouais. Mais qui vont offrir plus d'autonomie. C'est pas les champions de l'autonomie. Bah oui, mais c'est le format aussi qui c'est la taille, hein, c'est rare sur les petits téléphones. C'est la taille, téléphones. puis c'est aussi le choix de Google et Samsung, je pense, d'être un peu plus conservateur que les Chinois. Ouais, c'est vrai. Sur l'autonomie. Ils vont prendre moins de risques, ils vont se dire que pour le moment ça va. Bon. Voilà. Alors que les Chinois adoptent des batteries graphène et tout qui sont un peu mieux, quoi. Bon, tout ça a un prix. Et oui, quel est justement ce prix ? Lequel est le moins cher ? Bah non, effectivement, le même prix. Bah non, si, c'est une grosse différence de prix. Il y a une grosse différence de prix. Alors, aujourd'hui, 9, en tout cas, regarde les prix. 9, c'est le même prix. Les produits neufs, sauf que voilà, aujourd'hui, le mien, il est vendu à 899 €. Ouais. Alors le mien, le Galaxy S25 que j'ai. Toi, si tu bosses si tu t'es fait embaucher par Samsung pendant la Mais j'attends le chèque, alors. Parce que quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah quand on l'a embauché, on doit te payer, quoi. Non, parce qu'il dit nous. Il dit, ah oui. Non, le Galaxy S25 que j'ai, il est vendu aujourd'hui à ce prix-là. Le prix qui est affiché, 899 €. Mais je suis désolé, mais le Pixel aujourd'hui, si vous allez sur Amazon, Pixel il 9. est 668 €. Ah oui, donc avantage pour toi, Nico. Plus de 200 € de moins. Après, c'est quand même caractéristique du marché Android qui, contrairement à l'iPhone, décote et perd en valeur. C'est-à-dire qu'un iPhone que tu vas acheter 1000 € et pour lequel tu vas être très mécontent du prix, bah ce téléphone-là, un an après, aura perdu 10%, 15% de sa valeur. Alors que chez Google, chez Samsung, tu as une courbe en chute libre. Donc généralement, on le constate bien, Google, en milieu d'année, sort souvent un téléphone milieu de gamme, un téléphone moins cher, ça sera sans doute le Pixel 9a cette année. Et bien, quand le Pixel 9a sort, souvent, tu trouves le Pixel 9 au prix du Pixel 9a parce que le prix est baissé. Donc plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas avoir le Pixel 9 qui chute. Et c'est sûr qu'à ce prix-là, bah c'est impossible à battre. C'est presque le pire moment d'acheter un Galaxy S25. Oui. Je vais dire pourquoi. Oui. Parce que les offres de précommande sont très généreuses chez Samsung, ce qui leur permet de faire passer la pilule. C'est quoi les offres de précommande ? Ils vont t'offrir souvent ils vont doubler le stockage pour le même prix, ils vont t'offrir des écouteurs. Mais en vrai, Google fait exactement la même chose. Ouais. Ils offrent plein de choses, ils doublent le stockage. Là, les offres de précommande sont terminées depuis une semaine. Donc pendant 1, 2 mois, 3 mois, c'est le pire moment pour acheter un Galaxy S25. Il faut attendre 3-4 mois pour que le prix baisse. Disons par exemple, les Prime Days ou des trucs comme ça, enfin les événements de solde un petit peu. Je pense que même naturellement ça va baisser. Ah oui, d'accord. Mai, juin, là, ce sera déjà mieux pour acheter un Galaxy S25. Là, c'est juste le pire moment depuis une semaine. D'accord. Bah écoutez, voilà. Vous savez du coup quel smartphone acheter. Hein. On va regarder un peu les questions du chat parce qu'il me semble qu'il y en a eu. Ça me fait marrer. C'est très rigolo, ça. L'animation, c'est pas mal. Hein. Ouais, hein, bravo. Question pour un champion. On ne cesse de monter en budget, c'est exceptionnel. Alors, la première question, c'est Antomega qui a demandé, au moment du Pixel 7, le software, ils avaient changé le hardware qui ne marchait plus bien avec le soft. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Alors, je ne suis pas 100% sûr, en toute honnêteté, d'avoir compris la question, mais si tu fais... Moi non plus. Mais c'est une bonne question. Non, mais là, je pense savoir à quoi tu fais référence, parce qu'il y a eu un moment où, en effet, pendant longtemps, on disait que les Google Pixel avaient un matériel qui était très très faible, mais qui faisait des bonnes photos grâce au logiciel. Et il y a un moment, peut-être que c'était autour du Pixel 6, Pixel 7, donc c'est sans doute ça, où Google a eu une année où leur matériel était clairement en dessous. C'est-à-dire que les autres étaient en train de monter, il y avait des gros capteurs chez Samsung, chez les Chinois, et Google avait un petit capteur qui galérait sur la nuit, sur quelques fonctions. Ils avaient du mal à passer au haut de gamme. Ouais. C'est ça, ils ont mis du temps, et il y a eu, moi de mémoire j'aurais dit Pixel 6, mais peut-être que c'est Pixel 7, il y a eu un moment où les capteurs ont tous monté en qualité, donc tu es passé du 12 au 48 mégapixels, tu as rajouté un zoom périscopique, tu as fait plein de choses là-dessus, et ça fait qu'aujourd'hui... Mais les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. T'as un truc qui aujourd'hui est très bien équilibré. C'est-à-dire qu'avant Google était le téléphone low cost qui faisait des sacrifices mais qui était très bon et donc qui arrivait à compenser. Aujourd'hui, Google, c'est plus du tout un téléphone low cost, c'est un téléphone qui coûte cher, même si tu peux avoir des promos de temps en temps, mais qui par contre est à la hauteur partout. Il n'y a plus tellement de... Tu prends un iPhone, un Samsung et un Pixel, c'est difficile de dire ouais, le Pixel c'est... Je te rejoins parce que je trouve que Google, ils ont trouvé un bon compromis. Ils arrivent à capter des gens qui viennent des Xiaomi Redmi et qui voulaient quelque chose un peu mieux en photo, donc sur toute la gamme A. Ils ont réussi à capter pas mal de gens de Samsung qui justement aimaient bien l'interface et les mises à jour récentes Android de Google. Et ils arrivent à capter des utilisateurs iPhone qui sont un peu fatigués de l'interface iOS et qui aiment bien la cohérence de Google Pixel et qui vont plutôt sur les versions Pro. Je vais prendre juste 2 questions, on va y répondre très rapidement pour pouvoir enchaîner dans l'émission par la suite. Question bête, mais est-ce que Google se réserve des fonctions IA pour ses Pixel 9 et les distribue pas aux autres constructeurs ? Presque pas, je crois. Oui, presque pas. Souvent, c'est des périodes d'exclusivité, c'est-à-dire que tu vas avoir des fonctions qui arrivent d'abord sur les Pixels et qui arrivent après sur les autres. Il y a quelques exceptions, par exemple le mode dont je parlais, m'ajouter là pour prendre des photos, vous prends en photo, puis je me rajoute et on est tous les 3 sur la photo. C'est des fonctions qui sont uniquement sur les Pixels pour l'instant, mais c'est pas amené à durer. La stratégie de Google fait plus d'argent avec Android qu'avec les Pixels. Ah oui. Donc quand on est une entreprise, n'oubliez pas que surtout quand on est une entreprise américaine, le but final c'est d'être rentable. Donc la rentabilité passe par le fait de déployer des fonctions partout pour booster l'écosystème. Et surtout avec Gemini, c'est un objectif pour eux qui est tellement important qu'ils vont pas s'amuser à freiner l'adoption, quoi. Alors question suivante, mais qui nous dit que Android va s'alourdir avec le temps ? C'était une question par rapport à ce que tu disais, Ulrich. Alors, non, c'est pas qu'Android qui s'alourdit avec le temps, c'est l'utilisation du téléphone qu'on a, c'est-à-dire que comme un PC, on va installer beaucoup d'applications, le stockage disponible va se réduire, il va y avoir plein de petites choses qui vont tourner en arrière-plan, on n'y fait pas gaffe, des fois on n'est même pas au courant, et tout ça fait qu'un téléphone, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois c'est bien de lui faire un petit reset, et même en 2025. Et parce que y a beaucoup de choses qui tournent. Le pire, c'est le stockage. Je crois le stockage, on fait pas gaffe. On va s'amuser des fois à libérer du stockage en supprimant des photos et des vidéos, mais ça ralentit énormément le téléphone. Bon, très bien. Écoutez, merci les amis, c'était un joli débat quand même, c'était intéressant. Je pense qu'on a peut-être aidé les gens à mieux choisir leur smartphone futur. J'espère. Alors, en fait, globalement, ils sont tous les deux bien. Et, un peu plus de puissance chez Samsung, un peu plus de puissance, et chez Google, on a le côté Pixel Experience. On a un côté très sexy chez Google. Un truc un peu différent des autres. Donc bon, écoutez, faites votre choix.